Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de format type Super Friends, puisque aujourd'hui, alors qu'on est en plein milieu du festival d'Angoulême, on vous fait une petite émission spéciale FIBD 2023 avec l'ami Xavier Gilbert qui est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour. Je ne vais pas redire tous les titres que tu as parce que j'ai peur de me confondre. Mais donc, tu es journaliste, tu écris sur Du Neuf, tu es commissaire d'exposition pour le FIBD. Et justement, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On t'a déjà reçu pas mal de fois dans First Print pour parler de marché de la BD, pour parler aussi de comment on faisait une sélection, comment on participait justement au comité de sélection du FIBD. Mais donc là, c'est un autre rôle, en fait, qui t'incombe. Est-ce que tu peux nous expliquer, vraiment pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce genre d'activité, en fait, en quoi consiste le rôle de commissaire d'exposition? Alors, le commissaire d'exposition, c'est la personne qui va imaginer une exposition. C'est-à-dire qu'on prend un sujet, un auteur, et après, c'est d'essayer de déterminer ce qu'on va montrer, ce qu'on va expliquer, comment est-ce qu'on le montre, dans quel ordre, et en gros, comment est-ce qu'on va faire ce qui s'appelle de la médiation, c'est-à-dire expliquer aux gens ce qu'il peut y avoir d'intéressant à trouver sur un auteur. Et toi, ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait depuis combien de temps que tu participes à ça pour le FIBD alors? Alors pour le FIBD, c'est ma 5e exposition, c'est ma 6e au total parce que j'en avais fait une hors FIBD avant. Voilà, donc la première que j'ai faite, c'était sur Osamu Tezuka en 2018. Ensuite, il y a eu Matsumoto Taiyo en 2019, Tsuge en 2020, Mizuki en 2022 et donc Ikegami Ryoichi pour cette année. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer alors comment ça se choisit, en fait, l'artiste que tu veux exposer? Est-ce que c'est toi qui part d'une envie? Est-ce que c'est une commande du comité d'organisation? Comment ça se passe un petit peu les coulisses de tout ça? Alors, moi, je suis donc plus sur le domaine asiatique puisque voilà, à part Matsumoto Taiyo sont vraiment des auteurs qui relèvent du patrimoine du manga. C'est pas moi qui choisis les auteurs, ce sont les personnes qui sont au niveau de la direction artistique. Qui vont choisir les auteurs, et quand on choisit les auteurs, c'est vraiment lié à un alignement des planètes. C'est-à-dire qu'on a des envies, il y a plein d'auteurs qu'on aimerait exposer, moi aussi, puis on en discute avec Fausto, qui est donc la personne qui est chargée de toute la programmation côté Asie. Et après, faut voir si déjà, est-ce qu'il y a une actualité ou pas par rapport à ces auteurs. Après, je te coupe, tu sais que je le fais souvent dans les podcasts, mais justement, tu parles d'actualité, alors que parfois, si c'est du patrimoine, c'est que les auteurs sont peut-être pas forcément en vie non plus. Donc, comment tu gères cette actualité-là? Oui, mais il peut y avoir une actualité de la part des... Alors, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que l'actualité peut être aussi l'opportunité. Là, actuellement, sur Ikegami, Glénat est en train a sorti d'une part Trillion Game, qui est sa dernière série qu'il a commencé en 2020, et est en train de faire une réédition de Sanctuary, qui est une série qui est assez connue, qui a été publiée vers la fin des années 90 en France. Donc là, il y a une actualité. Après, est-ce que c'est le choix de faire l'exposition dessus qui a déclenché cette actualité ou pas? Je pense que là-dessus, c'est vraiment des convergences qui se mettent en place. Mais c'est vrai que d'avoir un éditeur qui est prêt à être là, à suivre et à accompagner, c'est quelque chose qui est intéressant à la fois du côté financier, il faut pas se cacher la chose, mais aussi du point de vue professionnel, promotionnel, puisque là, donc, Ikegami va venir en France pour le festival, et bien sûr, ça se passe aussi en accord avec Glénat, on a ce partenariat là-dessus. Donc, il y a déjà cette question d'avoir une actualité ou de la déclencher, d'avoir un auteur qui aussi a du sens, voilà, on fait aussi du choix sur des auteurs qui nous intéressent. Et puis ensuite, il faut que l'auteur accepte, parce que ça, ce sont des choses qui sont pas toujours gagnées d'avance. On a eu le cas lorsque Rumiko Takahashi a eu le Grand Prix d'Angoulême il y a quelques années, où elle a dit merci de l'honneur, mais par contre, niveau expo, non, j'ai pas envie qu'on fasse une expo sur mon œuvre. Donc, ce sont des choses aussi qui sont de cet ordre-là. Il y a parfois aussi des demandes de la part des auteurs qui correspondent pas forcément à ce que le festival est en mesure de proposer. Voilà. Donc et puis après il y a des raisons personnelles sur certains auteurs qui vont peut-être pas être disponibles à tel moment, qui vont pas, voilà, il y a plein de contraintes qui sont autour de ça, qui font qu'une exposition, même si tout le monde a très envie de la faire, va pas se réaliser. Mais quand on a l'alignement des planètes, à ce moment-là, on y va. Alors bon, l'avantage qu'a le festival, c'est que le festival a quand même un poids et un rayonnement international qui est assez fort. Depuis quelques années aussi, il y a la politique de faire des catalogues à chaque fois sur ces expositions. Donc, chaque catalogue devient une carte de visite assez incroyable. Voilà, quand tu vas voir un auteur qui dit, voilà, je voudrais faire une exposition sur vous et je vous laisse 2 catalogues pour que vous voyez un peu ce qu'on fait autour de ça.
C'est un argument de poids, on va dire, parce que les catalogues sont assez somptueux. Ça montre aussi la qualité du travail qu'on essaie de mettre derrière. On a aussi la chance d'être accueillis au sein du musée d'Angoulême, ce qui fait aussi que ce sont des expositions qui sont dans un dispositif muséal, donc ce qui est assez rassurant par rapport à la conservation des pièces qui sont exposées. Et aussi qui nous permet nous aussi d'avoir des expositions qui durent plus que les 5 jours du festival. C'est ce côté très frustrant d'avoir des expositions qui sont somptueuses mais qui ne sont là que du mercredi jour professionnel jusqu'au dimanche, et puis ensuite on remballe tout. Donc c'est vrai que nous, en étant au musée, on a la possibilité d'avoir ces expositions qui, hors catastrophe pandémique mondiale, sont présentes pendant 6 semaines, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Ça permet aux gens qui l'auraient raté durant le festival de venir les voir. Alors bon, si vous n'avez pas la possibilité de venir pour le festival, si vous venez après, c'est beaucoup plus calme, mais vous pouvez, généralement, il n'y a personne, et ça vous permet de profiter de l'exposition dans des conditions qui sont assez exceptionnelles. Mais alors, du coup, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important pour faire une exposition? Qu'est-ce qui doit primer vraiment justement pour que ce soit intéressant pour les spectateurs? À chaque fois, c'est par rapport à l'auteur. Ça se décide par rapport à l'auteur, par rapport à son œuvre. Alors moi, j'ai pas fait d'expo tout seul sur celle du festival. On a toujours fonctionné à plusieurs, donc à 2 ou 3, plus des apports de certains sur des sujets précis. Donc les premières que j'ai faites, c'était en binôme avec Stéphane Beaujean. On était un trinôme sur Tsuge avec Léopold Dahan, puis Stéphane Beaujean a quitté le festival et on est resté avec Léopold. Donc on a fait Mizuki, et là c'est notre deuxième en tandem à nouveau. Donc ce qu'on fait, c'est simple, quand on nous donne l'auteur, on commence à discuter. On a alors Léopold est à Kyoto, je suis à Paris, donc la discussion se fait souvent par internet interposé. Mais on ouvre un Google Doc, on note nos idées, généralement on connaît un petit peu l'auteur, puis on va commencer à lire des choses sur l'auteur, lire ou relire certaines de ses œuvres, commencer à identifier des choses qui sont intéressantes, et puis petit à petit peut structurer. Et après, une fois qu'on a identifié les thématiques qui sont intéressantes, dedans on dit bon bah ça on aimerait bien l'aborder, ça c'est peut-être mineur, ou comment est-ce qu'on peut structurer tout ça. On commence à avoir un plan, à essayer de voir comment on fait ça. Et puis après, on détermine un petit peu nos grands axes. Alors, pour Tezuka, par exemple, on avait pris une progression qui était uniquement chronologique, parce qu'il se trouve que la progression de Tezuka, elle est chronologique. Il fait des trucs pour la jeunesse, il a sa crise de la quarantaine, en gros, et puis il fait des trucs pour adultes ensuite. Donc, il y a 3 parties qui sont chronologique, donc c'est facile de le prendre comme ça. Et qui était facile à discerner alors. Oui, c'est facile. Ouais. Alors dans l'œuvre, c'est assez évident, et puis bon, dans le parcours, on le fait assez facilement. Après, c'est se dire bon bah qu'est-ce qu'on met en avant, quel angle aussi on prend. Par exemple, l'angle de l'enfance sur Matsumoto Taiyo, c'est quelque chose qui était proposé par Stéphane, qui était très éclairant parce que brusquement ça apportait des clés de compréhension de son œuvre qui n'étaient pas présentes auparavant. Sur Tsuge, on a fait toute une partie sur le voyage. Alors voilà, avec des thématiques. On avait aussi des parties pris un peu. Parfois, on a des parties pris forts dans ce qu'on va exposer aussi. Sur Tsuge, on a eu ce parti pris de voir 3 histoires complètes qui étaient exposées dans leur intégralité. Ce qui est un truc compliqué parce que une histoire complète, quand tu as 22 planches qui sont accrochées, ça écrase un petit peu chacune des planches. En même temps, il y avait un geste symbolique. C'était des choses qui étaient importante. L'histoire qu'on a exposée, qui était la vis, qui est probablement l'une des histoires les plus importantes de toute l'histoire du manga, de l'avoir en intégralité présente pour la première fois, c'était aussi un coup important. Et je trouve que ça marchait bien dans la scénographie. Mais donc il y a ces problématiques aussi. Comment est-ce qu'on veut faire? Et après, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a ces thématiques-là, on va éplucher l'œuvre et commencer à sélectionner des planches en se disant ça peut être intéressant. C'est là aussi que tu complètes ton approche, parce que tu vas identifier des choses qui vont être soit des gimmicks, soit des tics, soit des grandes thématiques que tu n'avais peut-être pas vues, que tu vas mettre de côté. Et puis, au bout d'un moment, tu les vois tout le temps. Donc, ça veut dire que au moment où elles commencent à te sortir par les yeux, parce que tu dis, encore une fois, je vois ce truc, c'est que tu as touché à quelque chose d'intéressant. Donc, tu continues à le mettre de côté. Et donc, tu fais une première passe. La première passe, généralement, on a 2500 planches, ce qui est pas facile à exposer. Et puis on fait une deuxième passe, on écarte, et puis au bout d'un moment, on descend à 230, 240 planches.
Alors sur le domaine japonais, on a une grosse chance, c'est que généralement tu as un seul interlocuteur pour avoir les planches. C'est-à-dire que les Japonais n'éparpillent pas leurs planches, elles sont rarement vendues à côté. Donc tu as un interlocuteur et c'est soit l'auteur, soit les héritiers de l'auteur. Donc on est en grande discussion avec eux et puis tu leur dis j'aimerais bien avoir cette planche et puis ils te disent s'ils l'ont ou pas. Voilà, donc c'est assez simple et puis en fonction de ça, t'amendes, tu rajoutes parce que t'as là on avait demandé 240 planches parce qu'on savait qu'il y en aurait qui se seraient pas dedans. Au final, on en a 210 qui sont exposés, ce qui est un truc assez exceptionnel. À nouveau, c'est le festival qui permet de faire ça. C'est vraiment beaucoup de planches, 210 originaux, ça fait une belle sélection. Surtout qu'il faut les faire venir du Japon alors. Faut les faire venir du Japon. Alors là, généralement, il y a Fausto qui va chez l'auteur. Là, il se trouve que c'est Ikegami qui lui-même les a sortis de ses blanchemins, de ses archives. Et ensuite, il y a un système d'assurance. Et puis elles sont transportées, soit elles sont transportées par palette. Donc dans ce cas, il y a certaines personnes. Je me souviens de Stéphane Beauchamp qui avait un pass spécial pour aller vérifier sur le tarmac oui, ça doit être du stress, ça, la charge oui, après tu les as, oui, et après t'en as tout un paquet, toute une liasse, voilà. Puis là, ce qui est assez amusant, c'est que moi les planches, je les ai pas vues, je les ai pas touchées, c'est Fausto qui allait les récupérer. Ensuite elles sont passées par la case scan. Donc il y a Roman qui est aussi notre graphiste pour l'exposition, qui s'occupait des scans. Et ensuite, ça sont partis chez l'encadreur parce qu'il y a une question de temporalité qui est assez forte, parce qu'une exposition, ça se monte pas en 3 semaines. C'est un travail qui est au long cours. Voilà, nous généralement sur le temps normal, on commence à travailler dessus en juin. En gros, juin, juillet, on commence à mettre nos premiers éléments. Donc 6 mois avant, en fait, il faut la bien tenue. 6 mois, et surtout, le truc, c'est que de notre côté, moi, l'exposition, la dernière chose que j'ai faite, donc le catalogue, comme on fait un catalogue avec, nous, on écrit d'abord le catalogue avant de finaliser l'exposition. En fait, quand on fait les textes de l'exposition, ce sont les textes du catalogue dans lesquels on élague. Donc, c'est plus facile de faire plus et de réduire après que dans l'inverse. Donc, on écrit le catalogue et le catalogue, il doit partir à l'impression. Donc, on a un BAT qui doit être validé autour du 5 décembre pour une exposition qui est fin janvier. Donc le BAT, c'est le bon à tirer. Oui, c'est ce qui est envoyé à l'imprimeur pour imprimer effectivement les choses. Donc, c'est vrai que moi, l'exposition, pour moi, elle était terminée techniquement autour du 15 décembre. Après, on a des petits ajustements, des trucs à vérifier. Et puis, l'étape d'après, ça a été quand je suis venu vérifier l'accrochage la semaine dernière, c'est-à-dire venir vérifier ce qui va, dire, on va changer tel truc, il faut déplacer tel cartel, etc. Voilà. Mais oui, ça prend du temps parce qu'on a donc cette phase de réflexion sur l'été où c'est tranquille, on lit, on regarde, on prend des notes, on fait notre sélection. En septembre, la sélection elle est finie. On a le retour des Japonais en octobre, et sur octobre-novembre, on écrit le catalogue. Parce qu'ils peuvent te valider ou non, en fait, en fonction, parce qu'il y a la question de la disponibilité des planches, mais est-ce qu'ils peuvent aussi avoir leur mot à dire sur, pour une raison X ou Y, celle-là, on veut pas que vous la transportiez jusqu'en France. On a eu 1 ou 2 cas. On a eu des cas sur des planches alors il y a des planches qui étaient très fragiles et qui donc ne voyageaient pas. Donc ça, on a eu des cas. Il y a eu des objets, il y a eu des planches qu'on voulait et on nous a dit ah oui mais pas de chance, en fait c'est dessiné sur un panneau de bois, donc il faut une vitrine spéciale. Et donc on a dit bon ok, c'est intéressant, mais on va plutôt mettre une reproduction. C'était le cas sur Mizuki. Il y a un dessin comme ça qu'on trouvait très bien, mais pas de chance, c'était sur un objet particulier avec un format particulier. Donc ça, c'est nous qui avons décliné parce qu'on découvre ça. Il y a eu un cas où effectivement il y avait une planche qui était pour lesquelles les ayants droit n'ont pas voulu avoir la planche parce qu'ils estimaient que ça montrait un aspect qu'ils voulaient pas montrer. Voilà. Donc on a respecté ça là-dessus. C'est assez rare. Généralement, ce qu'on a, c'est soit la planche n'est pas disponible. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a eu plusieurs fois ce cas où on demande des planches et l'auteur en face nous dit mais pourquoi vous demandez ça, c'est pas intéressant. Et puis on explique. Et on a des allers-retours et à chaque fois on a eu ce truc assez marrant où au début c'était mais pourquoi c'est pas intéressant, et après c'est ils nous envoyaient des choses qu'on n'avait pas demandé en nous disant en fait on a ça aussi, est-ce que ça vous intéresserait de regarder ça. Et ça s'est passé sur Mizuki, ça s'est passé aussi sur Ikegami où on avait demandé des planches, on n'a pas ça mais il y a ça, peut-être est-ce que ça vous dit, ah oui c'est super. Voilà, donc on réussit à mettre aussi un petit peu cette relation de confiance. On a eu la chance là, il paraît que Ikegami était très content de la sélection qu'on a faite, donc c'est un retour qui est quand même assez sympa.
Voilà, on a parfois aussi des bonnes surprises ou des surprises inattendues. On a vraiment quelque chose là dans l'exposition Ikegami où on a demandé une planche et puis on nous dit, en fait, la planche n'existe pas. C'est une planche qui est un composite fait au moment de la gravure, enfin, ou de la création du BAT, justement, dans lequel on a fait en gros des photocopies à partir de 4 autres planches, et on a reconstitué une planche. Donc la planche physiquement n'existe pas, mais par contre, voici les 4 planches, les 4 plus le guide de montage. Et donc on a ça et on s'est dit c'est génial parce qu'on a une vue dans les coulisses. Donc c'était un incident heureux. Alors après, il y a des trucs rigolos qui est que ah oui, on a fait le scan, mais en fait, les indications de montage, elles sont sur un calque. Hein, et la plupart des planches, elles ont un calque pour protéger le dessin, donc on fait le scan sans le calque. Ah non, mais celle-là, il faut faire le scan avec le calque. Ok, donc on va faire le scan. Donc on s'est retrouvé avec des choses un petit peu rigolotes à gérer qui sont inhabituelles. Et parce que tous les scans, donc c'est pour construire, c'est pour faire le catalogue. Pour le catalogue, voilà, on a des scans qui sont au dev, qui sont faits, qui servent aussi pour l'affiche, hein, puisque l'affiche est faite à partir d'un original aussi. Et l'avantage qu'on a sur les scans, c'est que sur les planches, il y a des textes qui sont pas là. Par exemple, toutes les illustrations de tête de chapitre, le texte est rajouté ensuite. Donc, on a les illustrations qui sont vierges, entre guillemets, de tout ça. Donc, ça permet d'avoir des images qui sont absolument superbes. Et t'as un mot à dire sur la fabrication du catalogue, justement, ou c'est pas toi qui gères ça du tout? Alors, on travaille avec quelqu'un qui s'occupe de la maquette, du graphisme, qui est Philippe Kielmetti, qui est quelqu'un qui est très reconnu dans la profession, qui fait les catalogues depuis un petit moment. Donc, c'est un dialogue avec lui. Moi, je file le catalogue, enfin, on lui file le texte du catalogue avec les images, et puis on discute. De temps en temps, il m'appelle en me disant voilà, là je comprends pas trop, qu'est-ce qu'on met, cette page-là elle marche pas, voilà. Et puis on a des allers-retours et on travaille ensemble. C'est un travail d'équipe et voilà. Après, on travaille ensemble depuis. Moi, c'est mon 5e catalogue avec lui. Donc tu commences à te habituer. On se connaît habituer. un petit peu, il me connaît, voilà. Donc le fait de travailler comme ça en équipe, au bout d'un moment, tu as des habitudes de fonctionnement qui marchent bien. T'as des mécaniques qui se mettent en place aussi. Des mécaniques qui se mettent en place. On a même des outils, puisque en fait, il y a aussi un outil qui est quand tu fais un catalogue, donc tu écris le discours, mais aussi un outil technique qui s'appelle le calopinage. Le calpinage, c'est en fait un fichier qui liste les planches, leurs dimensions, où est-ce qu'elles vont avec les cartels, donc les descriptifs qui vont avec, et qui répartit, qui construit en fait l'exposition, qui dit voilà, on a telle partie, telle partie. Après, c'est là-dessus que ça s'appuie les scénographes qui vont dire voilà, on est dans la salle et voilà comment on va les accrocher. Et derrière, on a des allers-retours à nouveau, puisque moi, on m'envoie des élévations avec l'endroit où sont les trucs, et je dis ah ouais, mais là, ces 2 planches, elles sont à côté, il faut les mettre à tel endroit. Là, j'en parle chez un commentaire sur les 2, donc il faudrait qu'elles soient à côté, donc on va réorganiser tout ça. Voilà, on a toute une discussion sur le parcours, sur des choses. Alors, les scénographes gèrent tout un tas de choses qui sont des choses techniques que je maîtrise absolument pas, c'est-à-dire notamment la largeur des couloirs, parce qu'il faut que ce soit accessible aux personnes à mobilité réduite. La question des éclairages, puisque en fait, tu dois pas avoir des éclairages qui soient trop forts, sinon ça dégrade, ça abîme. On a des choses qui sont fragiles. Donc, je sais que de temps en temps, il y a des gens qui se plaignent du fait que les expositions sont pas super éclairées, mais nous, on a ces contraintes-là aussi de conservation qui nécessitent d'avoir un éclairage à un certain niveau. Donc, tout ça sont des choses qui sont gérées par nos amis scénographes. Voilà, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Moi, j'ai la chance de travailler avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé, qui sont très compétents, avec qui on arrive à bien communiquer aussi, et ça compte beaucoup. Alors, je voulais te parler de scénographie, mais juste avant, je vais juste revenir sur quelque chose que tu disais quand même qu'il y avait une énorme sélection qui se faisait sur les planches, donc tu passes de 2000 planches à 200, donc tu réduis par 10 quand même. Justement, c'est quoi les critères de sélection en fait pour qu'est-ce qui fait qu'une planche va être conservée? C'est juste une question de, on va dire d'affinité avec les thématiques que vous avez choisies. Est-ce que c'est parce qu'il y a une technique particulière? Vraiment, c'est quoi un peu les critères qui vous permettent de définir, au final, quelles sont celles qui méritent d'être montrées au public? C'est un peu de tout. Je dirais, il y a quand tu fais je disais tout à l'heure, quand tu fais la sélection, tu commences à avoir des motifs. Ouais. Et tu te rends compte quand tu fais tes 2500, quand tu sélectionnes tes 2500 planches, il y en a beaucoup qui se répètent. Et que finalement, dans toutes celles-là, c'est de prendre celle qui est peut-être la plus emblématique. Après, on va avoir des thématiques aussi qui sont identifiées. Et nous, on a aussi cette chance-là, en fait, la disposition de la salle dans laquelle on est au niveau du musée. Alors, c'est toujours la même. C'est toujours la même, ouais. Je la connais bien. Moi, voilà, j'ai quasiment planté ma tente à l'entrée, donc c'est chouette. Elle est compliquée à gérer parce que c'est un espace qui est assez limité. Je crois qu'on a 170 mètres carrés d'exposition. On est obligé d'avoir un serpentin pour des questions de circulation parce que les jours d'affluence du festival,
pour l'avoir fait, voilà, c'est compliqué et on évite d'avoir ces sortes de goulots d'étranglement qui, quand t'as une salle où t'as juste une entrée, une sortie, c'est toujours une horreur à ce niveau-là. Donc on a un serpentin, on essaie de simplifier au maximum. Et il se trouve qu'on a un couloir qui fait la sortie. Et ce couloir, c'est un espace qui est compliqué au départ à occuper. Et on avait fait ça dès Tezuka en disant, ben voilà, on a fait tout le traitement avant et ce couloir, on va dire, il y a des éléments parce qu'on a pris en angle d'attaque sur l'œuvre de l'auteur et il y a des choses qui sont transversales qu'on a identifiées sur lesquelles on n'a pas forcément de choses exceptionnelles à dire mais qu'on voit et on va se faire plaisir, on va faire des galeries par thématique, par ces petits thèmes et l'idée c'est de montrer aussi des lignes de force transversales pour montrer qu'il y a d'autres choses que ce qu'on a montré comme thématique qui sous-tendent aussi cette œuvre et l'idée c'est aussi de redonner envie de se replonger à nouveau dans l'expo. C'est-à-dire, tu as fait l'expo avec des thématiques qui sont mises, et puis tu pars et on te montre plein de trucs qui sont très beaux, généralement, c'est là où on se fait plaisir, avec d'autres thématiques qui font écho à des planches qui sont déjà avant, et te dire, ah ben ouais, je vais peut-être la refaire parce que en la refaisant, je vais revoir des choses que j'avais pas vues la première fois. Voilà, donc mais c'est là que ton document il est super important, celui avec le nom compliqué. Voilà, parce que justement ça te permet de garder en mémoire en fait les choses qui permettent de se répondre aux autres aussi et de. Nous aussi c'est comme ça qu'on arrive à imaginer l'exposition au départ parce que très honnêtement au départ qu'est-ce que c'est? Ce sont des fichiers JPEG dans un répertoire, donc pour être honnête c'est le bordel. Tu commences et quand tu commences à faire le calopinage, tu commences à faire tes parties. On a nos parties. Tu commences à voir les successions des planches et c'est là que le sens que tu veux donner commence à sortir. C'est ça aussi qui nous permet de gérer l'équilibre entre les parties, de s'assurer par exemple que si tu as 3 parties, que t'as pas une partie qui fait 2 fois plus que les 2 autres réunies, quoi. Voilà, de t'assurer que tu as des parties qui sont égales, que aussi en termes de, comme on est sur du patrimonial, que en termes de période, t'as pas une période sur laquelle t'as rien et une période sur laquelle t'as beaucoup trop de choses. Donc de s'assurer, il y a tout un tas d'ajustements qui sont faits ensuite. Après, ils sont faits dans les contraintes qu'on a, hein, des planches disponibles ou pas, des choses qui sont disponibles ou pas. Mais ça permet comme ça d'essayer d'ajuster au mieux et d'avoir quelque chose qui corresponde, qui soit un bon reflet de l'œuvre de l'auteur aussi. Et en termes de scénographie, comment vous concevez le parcours? Est-ce qu'il faut commencer, parce que justement, c'est pas forcément un parcours chronologique, donc après, est-ce qu'il faut genre en envoyer plein la vue dès le début pour accrocher et que les gens ensuite restent et découvrent le truc, ou justement, vu que t'as le couloir, est-ce que le couloir, ça peut être un peu le grand finish, on va dire? Comment est-ce qu'on organise justement ce qu'on a envie de montrer? Alors pour nous, le grand finish, il est avant le couloir. Le couloir, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est le petit truc en plus. C'est le one more thing de Steve Jobs. Voilà. Non, après ça dépend des thématiques qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que souvent quand on commence l'expo, à réfléchir à l'expo, on se dit il y a telle thématique qui est intéressante et on sait aussi les attentes qu'il peut y avoir et parfois on essaie de prendre un contre-pied. Parfois il y a aussi des découvertes qu'on va avoir par rapport à nos terres. Par exemple, si sur Mizuki, on se disait, tout le monde, quand on a commencé à travailler sur Mizuki, on se dit, tout le monde va attendre l'expo sur les yokai. Et nous, on n'avait pas forcément envie de faire une expo sur les yokai parce qu'on connaissait Mizuki pour d'autres choses. Et en creusant, on s'est rendu compte que la question du dessin, par exemple, on savait que la question du dessin était centrale parce qu'il a ce système de représentation très particulier avec des décors extrêmement fouillés et des personnages très cartoonesques. Donc cette opposition était assez étonnante à creuser. Et donc la question du dessin nous semblait cruciale, centrale. Et plus on a creusé, plus on s'est rendu compte qu'effectivement elle était importante. Donc quand on a commencé là-dessus, ça nous a permis aussi, avec la question du dessin, de parler de la question de l'histoire, du développement du marché du manga, en fait, de l'industrie du manga, parce qu'il est aussi lié à ça. C'est un truc qui est compliqué. C'est beaucoup d'histoires à faire passer, mais c'était le bon moment. Et puis après, on avait toute la question du témoignage qui était importante. Ce qui fait que la partie des yokai, c'est la partie qui a été à la fin. Et même si dans la cerise sur le gâteau, on a une galerie d'illustrations de yokai sur la fin, le fait de commencer par le dessin, puis le témoignage en mettant le yokai en troisième, pour nous, permettait de rétablir un équilibre dans l'œuvre de Mizuki, dans lequel le yokai n'était finalement qu'un aspect. Voilà. Donc là, pareil, sur Ikegami, qui est quelqu'un qui a travaillé pour des scénaristes, nous, la question de ce renoncement et de ce qu'il y a au début était important. Donc là, on commence avec quelque chose qui est chronologique.
mais qui en même temps permet d'établir pas mal de choses sur le fait que c'est un artisan du dessin. Et après, on parle des scénaristes et de la manière dont il a interagi, les grandes séries. Donc, on a quelque chose qui est un peu différent parce que aussi, on est sur un auteur qui a plus fait des choses qui sont mainstream. Alors que sur Tsuge, on était sur quelque chose qui était sur de l'alternatif, de l'intime. Donc, on était sur d'autres thématiques. Donc, on essaie de s'adapter et on essaie c'est vraiment penser sur comment est-ce qu'on va réussir à passer le message de ce qu'on pense intéressant à dire sur l'auteur. Mais est-ce qu'il y a une difficulté un petit peu à jauger, on va dire, à gérer le côté un peu élitiste ou pas, ou justement accessible de ce type d'exposition? Parce que, à l'inverse de celles notamment qui ont lieu à la Médiathèque Alpha, qui sont un beaucoup plus grand public, où souvent la scénographie, il y a beaucoup de décors, des mises en scène en fait, et parfois au détriment en fait même de planches, alors que toi justement en étant dans le musée d'Angoulême tu as une approche très muséale, et comment est-ce qu'on réussit quand même aussi à justement essayer de faire venir un public qui est peut-être moins affin en fait avec le fait d'aller juste voir, enfin juste entre guillemets, hein, mais d'aller regarder juste des planches accrochées sur des murs? Moi j'ai le parti pris de tirer les gens vers le haut. Donc de pas dire voilà, il faut abétir les choses. Donc on est l'exposition à un discours qui est pas pointu, mais d'essayer d'être précis et d'être riche. Après, quand on est dans une exposition, faut voir que les informations que tu donnes, il y a une hiérarchie. C'est-à-dire, il y a le titre de l'expo qui est déjà un premier truc, et puis ensuite, il y a des grands cartels qui sont... Donc, les cartels sont les panneaux où il y a des textes qui sont écrits. Donc, il y a des grands panneaux qui introduisent chacune des parties, dans lesquels il y a un petit texte qui permet de donner le cadre. Et ensuite, pour chacune des planches, il va y avoir un petit commentaire. Donc, ça permet très bien aux gens de visiter l'exposition en lisant les grandes parties et en regardant les choses. Sur les petits, c'est écrit plus petit, il y a une hiérarchisation. Si vous voulez aller voir le détail il est dans les choses qui sont plus petites. Donc, on a ce système-là. On a aussi un système où on veut faire entendre la voix de l'auteur. Donc, on a tout un tas de citations qui sont mises un petit peu partout aussi parce que on trouve que c'est important. Voilà. Donc, on essaie d'avoir cette hiérarchie d'informations et d'avoir une information qui est plus générale. Et de simplifier aussi. Voilà, il y a un aspect de médiation. Médiation, c'est mettre à portée, c'est la vulgarisation aussi, dans tout ce que ça a le plus noble. Et moi, je suis persuadé que même sur une exposition qui est comme ça, alors c'est vrai qu'on a un dispositif qui est un petit peu plus sobre. On n'a pas de titans géants ou de choses comme ça. On a des expositions qui sont assez, graphiques. Après, ça s'accorde beaucoup aussi avec les auteurs qu'on met en avant aussi. Ce sont des auteurs qui existent dans ce côté graphique. Voilà. Et j'espère. En fait, on a eu un bon retour l'année dernière sur Mizuki où le catalogue. On en parlait ce matin en venant dans le train. Le catalogue a été épuisé le vendredi soir du festival. C'était la première fois que ça arrivait. Et on a eu le retour comme quoi il y avait des gens qui ne connaissaient absolument pas Mizuki, qui sont venus voir l'expo, qui sont repartis avec le catalogue sous le bras. Donc on avait bien réussi notre travail de vulgarisation. Après, ce sont des expositions aussi, une dernière chose, qui sont très graphiques, puisque on expose du dessin. Donc ça, c'est aussi immédiatement accessible. Là, t'as les textes, mais si tu veux juste en prendre plein les yeux, voilà, c'est aussi faisable et tu peux juste apprécier la sélection qu'on a mise. Il se trouve que Ikegami en plus est un virtuose du dessin. Donc là, on est peut-être sur une exposition qui est encore plus immédiatement accessible parce que juste c'est super bien dessiné par rapport aux d'autres sur lesquels effectivement il va y avoir des thématiques en lien avec la société japonaise. Donc là, il y a des barrières où il y a des choses qui sont plus difficiles à aborder. Alors on essaie de le faire au mieux, hein, avec notamment tous les mots barbares, parce que dès que tu te retrouves à parler de société japonaise, tu as des termes japonais qui arrivent, donc ça rajoute un niveau de difficulté. Après, c'est notre boulot, on essaie de le faire bien. Mais comment tu jauges alors le succès d'une exposition? Est-ce que justement ça se manifeste par le nombre d'entrées, si elles sont comptabilisées par le musée? Est-ce que c'est par rapport justement à ce que tous les catalogues sont vendus? Comment est-ce qu'on peut un peu voir si une exposition trouve son public? C'est beaucoup sur le retour des visiteurs. Moi, c'est vrai que chaque fois, ça m'est arrivé de descendre sur la gare d'Angoulême et d'avoir quelqu'un qui m'alpague dans la rue en me disant l'expo était super. Donc voilà, là c'est un super retour qu'on peut avoir. Les ventes du catalogue, effectivement, le fait que sur toutes les expos dont je me suis occupé jusqu'à maintenant, tous les catalogues sont épuisés. C'est un signe aussi qui montre que ce soit sur l'expo ou sur le travail qu'on fait sur le catalogue, il y a quelque chose de bien qui se passe.
Voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est le retour qu'on va avoir durant le festival, le retour de la presse aussi sur les expos. Les gens avec qui moi je fais des expositions, des visites guidées. Ouais. Bon, bah là, il y a le retour des gens aussi. Je suis arrivé ce matin, il y avait une nana de Taïwan qui était là en me disant merci pour l'expo, c'est génial, j'ai lu étant petite, c'est super beau. Voilà, donc c'est beaucoup plus sur ces moments-là que je me dis on a fait le taf, quoi. Mais ça aussi, c'est un exercice particulier, la visite guidée, alors, parce que tu dois vraiment savoir comment aborder les choses. Après, j'imagine que tu connais par cœur forcément l'œuvre, ou en tout cas ce que tu exposes, mais ça aussi, ça, tu construis un texte, tu dois le préparer vraiment, ou tu y vas un peu au feeling quand tu dois le faire? Alors, j'y vais au feeling, mais c'est un exercice qui est très différent parce que même si tu connais ce que tu as écrit dans le catalogue et que, mine de rien, tu as vécu avec cette sélection tu dois pas le réciter non plus, quoi. Tu récites pas, mais il y a un exercice différent parce que ce que tu as écrit dans le catalogue est spatialisé. C'est-à-dire que brusquement, tu te déplaces dans un lieu, les planches exposées sont à un certain endroit, et la manière dont tu vas expliquer va aussi se déplacer. Enfin, il y a des points d'ancrage par rapport à ton discours. Donc, souvent, ce que je fais avant l'exposition, avant la visite, c'est que je me balade dans l'exposition en me disant qu'est-ce que je vais dire à tel endroit. Et souvent, tu te rends compte, moi, l'expérience m'a montré qu'il y a quelques planches qui sont des points d'ancrage où tu dis, tu amènes tout le monde. En plus, tu as un groupe, donc tu es obligé, en plus tu peux pas t'arrêter sur plusieurs planches. Donc, tu fais 3-4 stations sur l'ensemble de trucs en disant et en laissant les gens découvrir le reste. Mais donc, c'est d'identifier où sont ces planches qui sont les planches importantes sur lesquelles tu vas dire, là, j'ai un truc à vous dire important, qui va vous permettre de comprendre toutes les autres, et je vais pas vous expliquer toutes les autres. Donc c'est plus cet aspect-là, c'est se balader, être ouvert et se dire, alors il y a quelques planches dont on sait qu'elles sont bien, mais dans le contexte, il y a peut-être il y en a une qui va ressortir comme étant particulièrement forte, un moment qui va t'accrocher, qui va être intéressant. Et pouvoir anticiper toutes les questions des personnes aussi. Parce que est-ce que tu dois incarner l'expert absolu en tant que commissaire d'expo, et est-ce que tu peux te permettre de dire à un moment, je sais pas? Ah ouais, au contraire, oui, il y a plein de choses que je ne sais pas. C'est le fait d'être commissaire, c'est d'arriver sur des interrogations. Il y a des choses. C'est ça que je trouve super intéressant sur les expositions, c'est-à-dire que sur toutes les expositions que j'ai faites jusqu'à maintenant, celle monographique donc pour le festival d'Angoulême, il y a toujours une question à laquelle j'ai pas de réponse. Pourtant, en ayant travaillé avec l'auteur ou en ayant fait les visites, en ayant discuté, etc., il y a toujours un truc que j'arrive pas à comprendre, pour lequel j'ai pas de réponse. Et c'est très bien comme ça. Et c'est souvent une question qui apparaît très tôt quand on commence à réfléchir à l'expo, qu'on n'arrive pas nous-mêmes à résoudre, qui reste là, et ça montre. Voilà, il y a plein de choses. Ça veut dire qu'on a toujours de l'intérêt à continuer à lire l'auteur après, ce qui est quand même rassurant. Ça serait un peu l'horreur de faire une expo et puis après de dire bon, bah, c'est marre. C'est bon, j'ai fini l'auteur, il y a plus rien à faire. J'ai platiné, c'est bon, je arrête. Il y a ça, et puis aussi il y a le fait, et ça c'est quelque chose que je répète souvent, c'est qu'on fait une exposition avec un regard, avec un angle d'approche. C'est pas le seul. Il y a pas un seul. Il y a plein de manières de l'aborder, et il y a plein de manières de le faire. Quelqu'un d'autre se serait emparé de l'auteur et pourrait faire une autre exposition qui a rien à voir, qui est tout aussi valide. Voilà. Donc je prétends pas avoir. On prétend pas avec Léopold avoir la bonne version. On a fait notre exposition, on a fait ce qu'on pensait être intéressant, avec des sujets qui sont intéressants, qui sont plus ou moins présents derrière. Après, voilà, on peut être plus ou moins. On peut atteindre plus ou moins nos objectifs, mais c'est un parti pris. C'est une lecture de l'œuvre, c'est la nôtre. On la propose. On donne d'autres pistes en disant construisez-vous aussi c'est une proposition. Mais c'est-à-dire que est-ce que tu serais capable, par exemple, l'année prochaine on dit tu dois refaire une exposition sur Ikegami, mais différente. C'est quelque chose dont tu te sentirais capable de pouvoir changer justement l'angle et de dire bon bah ok. En 2023, on a présenté l'auteur comme ça, et l'année prochaine, on part sur un truc différent. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est faisable avec tous les types d'artistes? Alors, je pense que ce serait possible. Je pense que pour nous, ce serait difficile parce que, avec le Paul, on a notre personnalité, on a notre manière d'aborder les choses. Et si on l'abordait de cette manière-là, c'est parce que ça résonne à des choses qu'on a de notre passé. Là, il se trouve que Ikegami, il y a un truc assez marrant, c'est que Ikegami a été assistant de Mizuki au moment où Tsuge était assistant de Mizuki, et Ikegami admire énormément Tsuge.
Donc il y a cette connexion avec les 2 expositions qu'on a faites auparavant. Donc forcément, c'est pas voulu. C'est pas alors, quand on se dit on va faire, enfin quand Fausto nous a dit on va faire Ikegami, on a trouvé que c'était intéressant de faire ce lien. C'est vrai que quand on a fait Mizuki après Tsuge, le lien était là aussi. Voilà. Après, c'est un petit monde et on va trouver des liens là-dessus, mais on trouvait que c'était amusant. Et c'est vrai que quand on a commencé à réfléchir avec l'expo, ces années de formation auprès de Mizuki, elles sont importantes. On sait qu'elles sont importantes. Ikegami le reconnaît, même si ensuite il s'en éloigne. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on questionne. Et c'est vrai que ça conditionne notre manière d'aborder. Après, voilà, on a, je dirais, avec Léopold, on a ce regard. Faire quelque chose de radicalement différent, je pense que ce serait difficile parce qu'on a un type de regard. Donc, ce serait peut-être mieux de le confier à d'autres personnes. Mais je pense qu'effectivement, il y aurait plusieurs propositions à faire, oui. D'accord. Et alors, pour conclure, qu'est-ce que c'est le plus dur dans la conception d'une exposition? C'est quoi qui représente le plus gros challenge, à part peut-être juste les deadlines à tenir, j'imagine les intérêts, surtout si parfois vous prenez des retards ou que vous devez faire quelque chose dans un temps très très serré. Là, c'est une question difficile. Je suis pas là pour te ménager, hein, clairement. Non, il y a eu des expositions sur lesquelles c'était un petit peu plus compliqué à gérer parce que les ayants droit voulaient, sur l'exposition Mizuki, les ayants droit voulaient valider le catalogue. Donc, le catalogue a été traduit entièrement en japonais. On a eu des échanges sur certaines choses. Alors, c'était très chouette parce que il nous a apporté certaines précisions sur des détails biographiques qu'on n'avait pas, parce que il y a des choses sur lesquelles on n'a pas eu la solution, parce qu'en fait Mizuki est pas un narrateur de confiance. Si tu prends, il a plusieurs projets autobiographiques, et si tu prends plusieurs projets, il raconte des choses et puis c'est pas la même date. Par exemple, il fait un burn-out autour des années 70, on sait pas quand. On n'a pas de date précise, et c'est impossible d'arriver à trouver une date précise. Il y a des choses, par contre, où ils ont corrigé, par exemple, les endroits où il était hospitalisé durant la guerre. Ça, c'était bien parce que nous, on n'avait pas les données, ils les avaient, donc c'était bien. Après, c'est vrai que ça donne le côté un peu particulier d'avoir l'impression que tu écris avec quelqu'un qui regarde au-dessus de ton épaule. Et il y a certaines choses, parfois, que tu veux écrire. Tu te dis, bon, va falloir que je les tourne avec beaucoup de diplomatie parce que la famille va lire certaines choses. Donc, c'est un peu plus compliqué. Non, je pense que l'écriture du catalogue est toujours un moment un peu compliqué. En fait, il y a une forme de vertige parce que jusqu'à maintenant, tous les auteurs sur lesquels on s'est penché, alors Tezuka est un peu à part, et Tsuge un petit peu, mais sont des auteurs sur lesquels il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de discours critique établi. C'est-à-dire qu'il faut tout inventer. Quand Stéphane Beaujean dit, bon, sur Matsumoto Taiyo, on va faire un truc sur l'enfance. Il y a rien d'écrit en français, il y a rien d'écrit en japonais, rien du tout. Il y a des entretiens, il y a des choses qui permettent d'avoir des détails, mais t'as pas de thèse déjà écrite qui te permettent de savoir où tu vas. Sur Tezuka, il y a beaucoup de choses écrites. Sur Tsuge, on a fait notre version parce qu'il y a beaucoup de choses écrites en japonais, mais on s'en est beaucoup écarté. Mais que ce soit sur Mizuki, sur Ikegami, il y a que dalle. C'est-à-dire, nous, on est allé chercher des entretiens de 1970, des entretiens des revues de 92, donc pour essayer de trouver des détails, reconstituer une bibliographie. Il y avait rien d'écrit, et un regard critique dessus, il y a rien. Donc, quand on écrit le catalogue, on a aussi ce vertige de se dire, bon, on essaie de faire un truc qui va être finalement on construit un discours critique ab nihilo, ce qui est quand même assez vertigineux. Et en même temps, on a cette volonté sur le catalogue d'en faire un livre qui fait date, de faire un livre de référence. Donc, c'est pour ça on a institutionnalisé ce côté d'avoir une bibliographie qui est souvent la plus complète possible, les repères biographiques, et d'essayer d'être pour nous les plus précis et les plus exacts possible, parce qu'on sait que voilà, c'est une première, et on a envie de bien faire. Mais ouais, je pense que c'est ce côté vertigineux de se dire, bon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire, sachant qu'il n'y a aucune référence et que c'est à toi de tout inventer. D'accord. Et si quelqu'un qui nous écoute veut devenir commissaire d'exposition, comment on fait alors pour intégrer ce genre de choses? Faut juste être expert sur un sujet, faut proposer, c'est le réseau. Moi, dans ce cas, ça a été le réseau. Hein. C'est Stéphane Beaujean qui m'a appelé un jour en me disant, écoute, j'ai besoin d'aide, est-ce que ça te dit de faire une expo sur Tezuka? Et puis on le fait, et puis ça marche, et puis on en refait une autre, et puis ça marche encore. Et après, moi, je suis pas, voilà, on me présente comme commissaire d'exposition. J'estime pas que c'est une activité qui est établie. Chaque exposition qu'on me propose, c'est à nouveau du bonus. C'est un truc que je fais. Je sais pas si j'en ferai une autre après, mais je la prends comme étant une immense chance de pouvoir bosser là-dessus. Donc oui, ça va être du réseau. Après, le fait
d'être reconnu sur certaines choses, ça aide aussi d'avoir une connaissance. Voilà. Après, c'est un truc très étonnant parce qu'il y a très peu il y a rien de formalisé très précisément. Voilà, sur le calpinage, aujourd'hui, on utilise le fichier que j'ai mis en place, mais parce que j'ai mis un fichier en place, que je suis quelqu'un d'assez carré et que brusquement ça a marché, donc c'est le truc qu'on utilise. On a nos habitudes de travail avec Léopold aussi. Mais c'est très possible que je sais pas trop comment font les autres commissaires. Ils fonctionnent peut-être avec des trucs qui ont absolument rien à voir. Il y a peut-être qui travaillent avec des diapos ou des fiches ou des carnets. Voilà, chacun l'envisage comme il le veut. On va faire une table ronde de commissaires d'expo pour confronter vos méthodes alors. Peut-être. Alors, en fait, moi j'ai poussé. On a eu déjà. Mais tu t'en discutes pas. Enfin, j'imagine t'en discutes avec les autres justement pour savoir comment ils font ou chacun vous gardez votre recette. On se rend compte que chacun a sa recette et en fait on aurait envie de partager un petit peu plus. Simplement après c'est le temps qui, une fois que t'es pris dans le truc, t'as le temps qui manque un peu. Mais oui, on aurait envie. Après moi il y a des choses. Ce qui est assez fascinant, c'est tu dis je fais des expos muséales, mais moi c'est vrai que les expositions comme celle sur l'attaque des Titans ou sur Fujimoto l'année dernière à Chainsaw Man sont des choses que je suis incapable de faire, incapable d'imaginer. C'est-à-dire je n'arrive même pas à me projeter dans un truc comme ça en me disant à tel endroit on va faire ça. Voilà, moi mon approche, mon regard, c'est une exposition dans laquelle on est autour du dessin, on va avoir quelque chose d'assez sobre et quelque chose d'assez feutré. C'est voilà, c'est une marque, je vais pas dire c'est une marque de fabrique, c'est mon mode d'approche et je suis fasciné par voilà, Federico qui a travaillé sur Fujimoto l'année dernière, je lui disais mais je serais incapable de faire ce que tu fais. Ouais, avec des constructions, une mise en scène où le décor en fait est encore plus hyper travaillé. Absolument. Moi c'est pas je reste très attaché au dessin, à la page et donc c'est vrai que c'est difficile de se projeter là-dedans. D'accord. Et à l'heure où on enregistre le podcast, tu sais déjà si tu rempiles pour l'année prochaine ou pas? Je sais pas. Fausto m'a dit peut-être. Donc, mais encore une fois, pour moi, à chaque fois, c'est une chance et je la savoure à chaque fois. Très bien. Merci beaucoup, Xavier Guilbert, d'avoir été présent une nouvelle fois avec nous sur First Print pour nous parler de cette activité donc de commissaire d'exposition. On espère que ça vous a intéressé de vous plonger un petit peu dans les coulisses de ce genre de travail, toujours en lien avec la bande dessinée. Et si jamais vous écoutez ce podcast pendant le FIBD, on espère que vous kiffez le festival si vous vous y rendez. En tout cas, si vous appréciez nos émissions, on vous rappelle que vous pouvez tout simplement les partager sur les réseaux sociaux et nous soutenir sur notre page Tipeee. On espère que vous avez passé une bonne écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Xavier. Salut.